Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, l'attentisme qui l'emporte chez les investisseurs en ce début de semaine avec des mouvements relativement faibles sur les indices actions en Europe en cette fin de séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Un attentisme justifié par une situation géopolitique qui s'est alourdie encore un peu plus ces dernières heures et ces derniers jours depuis la destruction du pont reliant la Crimée à la Russie au-dessus du détroit de Kerch et la série de bombardements intenses qui s'en est suivie sur la journée d'aujourd'hui. Depuis plusieurs heures maintenant, des bombardements russes contre différentes régions et villes ukrainiennes qui justifient effectivement encore un peu plus d'attentisme chez les investisseurs face à cette situation géopolitique qui se dégrade. Des investisseurs qui attendent également des rendez-vous importants cette semaine. Le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de septembre qui sera publié ce jeudi. Et puis l'arrivée des résultats microéconomiques également avec demain soir de manière symbolique, même plus que symbolique, la publication de l'activité trimestrielle de LVMH. Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires après bourse demain soir. Et puis en fin de semaine, ce sont les grandes banques américaines qui publieront leurs résultats. Et puis dans l'actualité des entreprises, nous y reviendrons dans un instant avec nos invités de Planète Marché. L'alliance Renault-Nissan qui est à nouveau à la une. Il semble que le temps soit revenu des discussions sur l'avenir de cette alliance stratégique entre le groupe français et le groupe japonais. Des discussions qui ont déjà été entamées et qui vont sans doute se poursuivre. Des discussions qui ont également réveillé de manière assez spectaculaire le titre Renault, déjà depuis la fin de semaine dernière, un titre Renault qui va terminer encore en tête du CAC 40 ce soir et qui s'inscrit parmi les rares valeurs en hausse depuis le 1er janvier au sein du CAC 40. Et puis dans ce dernier quart d'heure, comme chaque lundi, notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain hebdomadaire, chaque lundi à 17h45 et 20h45 dans Smart Bourse avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous en visioconférence en fin d'émission. Mais d'abord, le résumé de cette journée sur les marchés avec vous, Alix Nguyen. Une journée pour débuter la semaine qui n'était pas aux prises de risque, des prises de risque très très limitées de la part des investisseurs pour commencer la semaine. L'indice parisien, tout comme l'ensemble des places mondiales, peine à trouver une direction. Les incertitudes économiques quant aux politiques des banques centrales, l'inflation, mais aussi la saison des résultats d'entreprises à venir sont autant de facteurs qui pèsent sur la tendance. Sur le plan géopolitique, en Europe, les tensions vont crescendo, notamment suite à l'annonce ce matin de Vladimir Poutine d'une campagne massive de bombardement de l'Ukraine lancée par la Russie en réponse à l'attaque ukrainienne ayant détruit une partie du pont de Crimée. Et une manière de réagir assez immédiate de la part des investisseurs, c'est de continuer de porter les valeurs de défense, notamment à Paris. Oui, Thales et Dassault Aviation progressent. Les valeurs de croissance et le secteur du luxe poursuivent leur recul. Le secteur est entre autres affecté par le net rebond des infections au Covid-19 en Chine. Les technologies plient aussi, entraînées par leurs homologues asiatiques, après l'annonce par Washington de nouvelles restrictions sur la vente de semi-conducteurs aux entreprises chinoises. ST Microelectronics est en nette baisse. Et puis du côté des banques centrales, une semaine intense en prise de parole avec les réunions d'automne du FMI et de la Banque mondiale à Washington et donc de nombreux banquiers centraux qui vont s'exprimer tout au long de la semaine. On retiendra aujourd'hui, Alix, les déclarations du gouverneur de la Banque centrale européenne néerlandais, Klaas Knot.
Et selon lui, la BCE devra procéder à au moins 2 hausses de taux significatives lors de ses prochaines réunions. Il estime aussi que l'institution doit achever le processus de normalisation de ses taux d'intérêt avant d'entamer les discussions sur un programme de resserrement quantitatif. Et puis la Banque d'Angleterre a pour sa part annoncé ce matin le doublement du montant maximum de ses achats quotidiens d'obligations à long terme afin d'assurer un arrêt ordonné du programme d'urgence d'un montant total de 65 milliards de livres prévu le 14 octobre. Dans ce contexte, on retiendra que le moral des investisseurs en zone euro continue de s'affaiblir au mois d'octobre et tombe à son plus bas niveau depuis mai 2020. L'indice de l'Institut Centix a reculé de 7,5 points à moins 31,3. S'agissant des rendez-vous de la semaine, pour rappel, outre-Atlantique, la Fed publiera mercredi les minutes de la dernière réunion du FOMC, soit un jour avant la statistique des prix à la consommation. La fin de semaine sera par ailleurs animée par la publication vendredi des trimestriels des grandes banques américaines. Elles ouvriront, comme à chaque fois, la saison des résultats aux États-Unis. Et puis c'est le fait marquant de l'actualité des entreprises aujourd'hui. Renault discute avec Nissan et Renault est prêt à réduire sa participation dans Nissan. Et les deux constructeurs se sont donné un peu plus d'un mois pour concrétiser techniquement avant la mi-novembre leur accord de principe acté à la fin de l'été. Selon les Échos, Renault, qui détient 43% du capital de Nissan, va accepter de réduire considérablement la taille de sa part en échange d'une entrée de son partenaire japonais dans sa nouvelle entité baptisée Ampère. L'opération pourrait dégager plusieurs milliards d'euros pour Renault. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Mariet est avec nous ce soir, gérant de fonds chez 21st Capital. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver autour de cette table. Ravi d'accueillir également Pierre Bismuth avec nous ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Et Bertrand Puif avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Bertrand. Merci d'être là. Vous êtes gérant Action Internationale chez Fidelity. Commençons peut-être par le dossier qui fait l'actualité aujourd'hui, le dossier Renault-Nissan, qui est un vieux dossier pour les boursiers, Bertrand. Semble-t-il qu'il est temps de reprendre les discussions. Le temps est revenu de discuter à nouveau de l'avenir de l'Alliance. Oui, alors l'Alliance, vous savez que d'un point de vue opérationnel, elle est assez équilibrée puisque donc il y a 50% de détention de la plateforme commune de production. Par contre, sur le capital des entités, effectivement, il y a une asymétrie avec un peu plus de 43% pour Renault dans Nissan, alors que Nissan n'en a que 15%. Donc l'idée serait de revenir graduellement, puisqu'il y a vraiment une... Oui, créer c'est beaucoup de un capital trust, quand même. Oui. etc. Donc faire ça de manière assez graduelle. On passe pas de 43 à 15 comme ça en quelques semaines. Sachant ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, Nissan est intéressé par racheter ces actions-là pour les annuler. Et qu'effectivement aujourd'hui ils n'ont pas forcément les moyens, on ne peut pas dire que leur profitabilité, d'ailleurs leur cours de bourse en témoigne, est au plus haut, donc c'est quelque chose qui va sans doute s'étaler, mais effectivement le signal est important, et c'est vrai que c'est un petit peu un teaser de ce qui va se passer le 8 novembre, puisque donc il y a ce qu'on appelle le Capital Market Day, donc ce rendez-vous investisseur de Renault, où il va y avoir donc par le PDG un update, une mise à jour, excusez-moi, du plan, puisqu'il est déjà au-dessus des 5%. On devrait être cette année à 5,8% de marge opérationnelle, contre donc un peu plus de 5% attendu. Donc on est vraiment plus que dans les clous. Donc il va falloir effectivement présenter quel va être donc le prochain stade de profitabilité qui va être donc recherché. Quand on regarde, c'est vrai, les entités aujourd'hui, vous avez ce 5,8 qui est atteint avec grosso modo Dacia à 11% et Renault à 0 en termes de marque. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, l'essentiel des efforts, de notre point de vue, va sans doute être mis sur Renault. Il n'y a pas vraiment de raison que Renault à moyen terme ne génère pas au moins 5% de marge. C'est-à-dire 2 fois moins que Peugeot, par exemple. Donc c'est possible. Si on met 5% effectivement sur Renault
Et on dit que Dacia peut continuer gentiment à passer de 11 à 15% compte tenu de sa base de coûts faible et le fait qu'ils sont en train de retravailler très intelligemment la marque et passer des hausses de prix parce que la marque monte un peu en gamme, eh bien on peut penser qu'on peut arriver à un moment donné à justifier 7-8% facilement donc de marge sur ce groupe, donc qui est aujourd'hui, comme je disais, à 5,8%, ce qui serait une marge un peu record, avec des générations de cash flow très importantes, qui permettrait de réduire la dette, puisqu'aujourd'hui, un des problèmes qui explique aussi la décote de Renault, c'est cette dette très importante qui a été accumulée, qui est l'accumulation des pertes historiques du groupe. Donc ça, c'est un premier point sur le plan opérationnel. Et on a également, donc ensuite, sur le plan donc, de la scission des activités de Renault, on a deux entités, au nom assez évocateur, Ampère et Horse, donc je ne sais pas ce que ça évoque vraiment. Donc Ampère, c'est électrique, et Horse, c'est la legacy thermique de Renault. Voilà. L'idée de Renault étant, in fine, de déconsolider donc, la partie thermique. On a déjà des investisseurs, donc le chinois Geely, on a également les Saoudiens qui souhaitent donc, prendre une participation. Alors ça, par contre, on n'est pas sûr que ce soit à très court terme vraiment très intelligent, dans la mesure où c'est quand même Horse qui est censé voir l'essentiel, capter l'essentiel, donc cette activité thermique et capter l'essentiel donc des futures progressions donc de résultats, sachant qu'on est quand même encore sur l'émergence du business model de la partie électrique. Il n'y a pas beaucoup de sociétés à part Tesla qui gagnent beaucoup d'argent dans l'électrique, sur leur partie électrique en tout cas. Et donc c'est vrai que ça nous paraît être un petit peu... Alors c'est vrai que c'est poussé par le marché, c'est poussé par les investisseurs, mais au-delà du re-rating, donc l'augmentation de multiples qu'on peut attendre parce que la perception des investisseurs sera meilleure, parce qu'il y aura plus d'électrique et moins de thermique. Ouais. Sur le plan purement des chiffres, la génération de cash flow et de ce que je disais, l'enjeu étant de réduire cette dette, déconsolider n'est pas forcément la meilleure chose à faire à très court terme. De notre c'est prématuré peut-être mais c'est guidé par l'environnement actuel. L'environnement actuel. Oui, c'est pas que Renault qui réfléchit à ce genre de scission. C'est-à-dire que le marché ne voulant pas mettre de multiples sur la partie donc thermique, là on va forcer le marché par définition à mettre un multiple. Mais d'un point de vue encore une fois donc flux de cash, réduction de la dette, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ouais. C'est vrai, là où il y a un dilemme. Et je reviens sur l'histoire capitalistique qui effectivement qui fait quand même les gros titres. Voir Renault passer de 43 à 15% à terme au capital de Nissan, c'est le sens de l'histoire. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable à ce stade pour aboutir à ce rééquilibrage des participations. À partir du moment, encore une fois, où la participation sur la plateforme sont gelées à 50% de chaque côté, on a à peu près 60% des modèles aujourd'hui qui sont faits sur cette plateforme. L'ambition, c'est d'ici 2025 d'être à 80%. Ouais. Donc voilà, chacun capte 50% des synergies. Après, il y avait ce déséquilibre capitalistique qui est issu de l'histoire. Issu du sauvetage de Nissan par Renault à la fin des années 90, où Nissan était en grande difficulté et pesait pas grand-chose. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que même si j'évoquais que leur profitabilité n'est pas au plus aujourd'hui, elle est quand même meilleure que celle de Renault. Ils gagnent de l'argent. Renault ne gagne pas d'argent. J'ai eu la marque Renault. Oui. Donc c'est vrai que c'est un peu plus ce qui s'est passé, évidemment, d'un point de vue... politique au niveau de la direction de la société. C'est sûr que il y a aussi une notion pour les Japonais de garder la face et de dire il s'est passé quelque chose quand même chez Renault en termes de gouvernance. Oui. Et aujourd'hui, nous, on veut quelque chose qui soit plus équilibré et vous n'avez pas de leçons à nous donner d'un point de vue gouvernance. C'est le bon moment pour ce genre de discussion entre Renault et Nissan, Christian. Et qu'est-ce que ça nous dit, effectivement, de la manière dont le marché regarde les évolutions de ce secteur automobile? Alors là, Renault en l'occurrence, mais globalement, cette histoire électrique thermique, elle concerne tous les constructeurs aujourd'hui. Oui, bon moment, c'est difficile à dire, en fait, parce que c'est un moment difficile pour l'ensemble de l'industrie. Il y a vraiment un virage énorme qui est en train de se prendre. On ne sait pas très bien forcément où on va. Donc, ça a été dit, Tesla a montré qu'on pouvait gagner de l'argent dans ce schéma-là. Mais Tesla, il démarre d'une page blanche. Et puis, ils sont sur un créneau, on peut dire, plutôt, pas haut de gamme, mais en tous les cas, plutôt qui tire vers le haut, ce qui n'était pas le cas de Renault et d'autres constructeurs. Donc, c'est là où les marges, de toute façon, historiquement, sont les meilleures. Renault et d'autres n'ont pas cette configuration. Donc c'est quand même un moment difficile pour eux. Ceci dit, les problèmes qui ont été évoqués tout à fait, donc complètement avec les Japonais, c'était quelque chose qui ne pouvait pas rester comme ça. Oui. Donc ils ont fait, cette fois-ci, ils ne sont pas accrochés comme à un certain moment sur donc on y reste. On est devenu plus pragmatique.
Alors, répondre à la question, est-ce que c'est le bon moment? Je dirais que le bon moment, c'est à partir du moment où les deux parties sont prêtes à discuter. Et oui. Le reste, on verra. Hein, donc, cette discussion est possible aujourd'hui. Voilà, la discussion est possible aujourd'hui. Pour moi, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Trouver en plus le timing, alors ça devient... Là, trop compliqué. S'il faut effectivement que les deux parties sont prêtes à discuter, et puis qu'ensuite on soit dans le bon timing, et puis le bon timing, quand est-ce qu'il va venir, on n'en sait rien, parce que c'est quand même un mouvement extrêmement profond et qui va se prolonger pendant pas mal d'années. Donc, moi, je dirais que c'est une bonne chose. Renault, par ailleurs, quand même, ça a été dit aussi, se porte quand même mieux. Ils ont besoin de capitaux pour se désendetter. Alors, il a été évoqué effectivement tous les risques qu'on connaît, donc cette histoire et puis du changement donc de direction vers l'électrique. Ceci dit, donc c'est un titre à risque, hein, on peut dire. Hein. Et donc le secteur en lui-même est un secteur à risque. 2,5 fois les bénéfices. Ouais. On paye 2,5 fois les bénéfices sur le secteur. Sur Renault. Sur Renault. Ah oui. C'est un peu moins vrai sur Stellantis. Oui. Mais enfin, sur Renault, donc on évoque... Qu'est-ce qui est à risque? Qu'on les paye encore moins cher demain, les bénéfices, Christian? Parce que 2,5, c'est déjà... Arrive à un moment donné où, donc, si vous voulez, moi aussi, vous parliez effectivement d'ancienneté dans le métier, bon, j'en ai quelques années derrière moi, si vous voulez. On payait l'industrie automobile sur ces donc, PE, une époque où on passait dans le rouge vif. Donc, quand il y avait une récession, c'était rouge vif. Et ensuite, donc, effectivement, on ne pouvait pas payer très cher ce genre de boîte, même quand ça marchait bien. Donc, aujourd'hui, c'est quand même un peu différent. Il n'est pas question, apparemment, qu'on en arrive à ce genre de configuration. Donc, je pense quand même que le niveau, boursièrement, en tous les cas, le niveau auquel on est aujourd'hui, fait que la prime de risque est largement là. Ah oui. D'ailleurs, on voit le comportement du titre dernièrement. C'est plutôt un titre qui tient bien, qui est même soutenu, qui retrouve peut-être même un peu d'intérêt chez certains investisseurs. Pour l'instant, il n'y a pas de dividende, mais il y en aura un certainement qui va reprendre l'exercice suivant. Donc, et la cession, mais ça, c'est encore une fois, c'est Renault aujourd'hui, mais c'est d'autres constructeurs, tout le monde y réfléchit. Séparer les activités thermiques et électriques, intuitivement, ça paraît le sens de l'histoire. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire ou est-ce que c'est trop tôt encore aujourd'hui? Alors, le séparer, c'est plutôt une bonne chose. Après, le céder, c'est autre chose. Hein. Ouais. C'est pas la même. Effectivement, dans le cas de Renault, à partir du moment où on fait rentrer d'autres partenaires dans le capital, ça veut dire qu'on se sépare et on déconsolide la partie qui, pour l'instant, est, si mauvais jeu de mots, le moteur de l'affaire. Ouais, qui est la cash machine, quoi. Oui. Bon, donc, c'est peut-être pas... mais en tous les cas, le séparer pour voir dans quelles conditions les choses se passent sur l'électrique. Maintenant, je pense qu'on y voit pas très clair, mais enfin, on y voit suffisamment clair pour pouvoir commencer à faire des comptes d'exploitation et de voir un peu comment ça se passe et de travailler sur les marges. Pierre, je ne sais pas, quels sont les enseignements, commentaires que cette situation vous inspire? Moi, je note, et c'est ce que je disais en introduction, que Renault, avec sa décote massive, est un des rares titres en hausse depuis le 1er janvier au sein du CAC 40. Oui, non, mais ce qui est intéressant dans l'opération, c'est que... Alors, il va falloir bien voir le timing de l'opération, encore une fois. Mais... Vous parlez quoi, de la scission thermique et non, mais électrique? d'accord. De renégociation de la renégocier, parce que ce qui est intéressant, c'est que le contexte de marché ne freine finalement pas la vision à long terme des constructeurs et des différents défis, que ce soit des défis écologiques ou des défis même capitalistiques que les sociétés peuvent avoir. Donc ça, c'est un enseignement assez intéressant qui permet finalement de redonner un peu d'espoir de long terme au marché financier, plus que toujours avoir le nez dans le guidon sur qu'est-ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue macroéconomique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Après, moi, je ne suis pas très spécialiste de la gestion action. Côté des activités thermiques et scinder finalement les choses, bon, ça c'est toujours à risque et on voit que certaines opérations peuvent être très bien menées, comme d'autres se transformer en four.
Donc ça, je laisse plutôt aux spécialistes leur avis, mais en tout cas, ces opérations capitalistiques sont plutôt de bon augure pour mettre derrière nous une année 2022 quand même très très difficile. Il y a des industriels qui ont encore des visions longues, qui ont des horizons de temps qui sont ceux de politique et de stratégie industrielle. Voilà. Donc tout ne s'arrête pas à la semaine ou au trimestre. Exactement, et ça, je trouve que c'est vraiment... Alors que les marchés fonctionnent avec ces horizons de temps aujourd'hui. En ce moment. On y reviendra, mais... Globalement, là, dans cette lecture, alors du haut vers le bas, top-down, qu'est-ce que vous attendez des publications de résultats, Pierre? Alors, ça commencera demain soir avec le chiffre d'affaires de LVMH, mais les résultats américains vont monter en puissance sur les prochaines semaines. L'idée que ces résultats du T3 vont être un soutien ou plutôt un frein à la performance des marchés? Est-ce qu'on a déjà quelques éléments pour se nourrir là-dessus? En tout cas, on se souvient tous, en tout cas moi je me souviens bien du premier trimestre où ça a été vraiment un bain de sang, notamment aux États-Unis, parce qu'on avait quand même des croissances sur les sociétés très chèrement valorisées qui ralentissaient. Alors, on parlait quand même de super croissance, mais une super croissance ralentie. Ce qui a provoqué quand même des effondrements assez importants sur beaucoup de capitalisations, notamment américaines. Je pense bien sûr à Meta. C'était Meta, c'était Netflix, effectivement, qui donc ça a été vraiment soulevait beaucoup d'attentes et qui décevait au premier trimestre. Voilà, ce qui a eu en plus pour effet que concomitamment à la hausse des taux, finalement les investisseurs se sont dit la croissance très chèrement payée, quand les taux remontent, c'est plutôt compliqué d'avoir toujours ce soutien au cours de bourse. Bon, là maintenant, on a quand même une discrimination qui s'est faite. Donc on parlait d'LVMH demain. Quand on regarde les métriques de valorisation d'LVMH, on ne peut pas dire que ça soit ultra cher. Franchement, il y a une croissance qui est majeure. Et quand on regarde le PER d'LVMH, on n'est pas du tout sur des niveaux de technologiques. Alors je pense aux sociétés de paiement notamment que j'ai regardé récemment, ou plus globalement une technologie, ou en tout cas ce qui était les stars de 2020-2021. Donc sur les résultats, ce qu'on aimerait voir, c'est dans les résultats microéconomiques, des indications macroéconomiques. Alors, sur LVMH, savoir finalement si la politique zéro Covid chinoise a véritablement un effet sur le secteur du luxe et plus globalement sur la consommation discrétionnaire et la remontée en fait des classes moyennes supérieures dans les pays émergents. Ça, c'est le premier point qui va être vraiment très intéressant. Sur la technologie, et alors je pense notamment sur la publicité, on va avoir, et ça c'est plutôt aux États-Unis, on reparle de Meta qui est vraiment un cours de bourse au tapis, et même de Google, on va avoir cette idée de savoir si la récession est proche ou pas. Donc on va avoir des enseignements macro qui vont être très intéressants par le prisme micro. Est-ce qu'on a déjà coupé les budgets publibutaires? Ça, c'est un petit indicateur avancé de exactement. Et on va voir comment les sociétés se préparent et à quoi elles exactement. Se préparent. Et on a des sociétés à l'heure actuelle qui sont en train de capituler complètement boursièrement. Donc moi, je pense notamment à Microsoft qui s'est très très bien comporté et qui commence à trembler vraiment. Tesla, bien sûr, qui a perdu plus de 40% par rapport à son plus haut historique. Donc on va avoir vraiment des enseignements, je pense, très macroéconomiques, savoir si les entreprises investissent toujours, si finalement la croissance du cloud est toujours là, si on a toujours les mêmes facteurs de soutien et finalement si on a toujours des super croissances sur certains secteurs. Et où finalement on a vraiment un ralentissement économique. Donc c'est ça qu'on attend comme enseignement chez Mirae Asset Management. Bertrand, chez Fidelity, comment vous regardez cette saison de résultats? Est-ce que c'est une saison qui doit confirmer avant tout des attentes ou est-ce qu'il y a un vrai risque de surprise? Alors nous, on pense que sur les chiffres du troisième trimestre, il y avait quand même pas mal de carnets de commandes qui étaient assez fournis. Donc notamment sur le secteur industriel, nous on ne voit pas en fait de société, d'ailleurs elle l'aurait déjà fait, elle aurait déjà fait des profit warnings à ce stade. Donc on ne pense pas qu'il y ait une grosse déception sur les chiffres. Par contre, là où il y a un enjeu important, c'est sur les perspectives qui vont être données, les guidance pour le quatrième trimestre, voire pour une esquisse de visibilité pour l'année prochaine, où là, ça peut être plus compliqué. Parce que vous allez avoir les sociétés qui sont au bout de leur carnet de commandes et qui vont vous dire le quatrième trimestre, c'est compliqué, il n'y a aucune visibilité. Donc là, le marché, elle le prend très mal. Même si les multiples sont déjà bas, et c'est là où est le risque, et c'est peut-être là qu'on aura les meilleures opportunités, ce sera la dernière phase de baisse du marché. Vous avez d'autres sociétés qui vont pouvoir dire, oui, on a encore un carnet de commandes, d'ici la fin de l'année, ça devrait aller.
on va dire que c'est plutôt en moyenne, dans des discussions qu'on a avec les industriels, ce qui ressort. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt dire, d'ici la fin de l'année, il n'y a pas vraiment de problème, à part si on nous coupe évidemment l'énergie. Bon, ça, c'est un autre problème. Ou s'il n'y a pas d'essence. Mais par contre, elles vont commencer à dire que, oui, mais l'année 2023, par contre, attention, ça risque d'être plus compliqué. Et quand on confronte ça aux attentes de croissance de profit en Europe, sur le Stoxx large, qui sont encore de plus 1 sur le consensus, nous voyons en interne, on est à -6 et on se dit qu'on est sans doute très optimiste. On challenge nos analystes en disant vous êtes quand même peut-être un petit peu optimiste. Et ils ont du mal à dire oui, non, je ne suis pas optimiste. Oui, ils sont optimistes. Donc, il vient d'où l'écart, Bertrand ? Cet écart vient qu'on a de manière traditionnelle, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça en période de retournement donc économique, le fait que les analystes, donc sell-side, chez les brokers, mettent énormément de temps à retourner, à rebalancer en fait leurs chiffres. Et ils ne le font pas, en règle générale, à part quelques-uns, des exceptions, sans que la société n'a pas elle-même donné, en fait, la... voilà. C'est par nature le métier d'analyste, quand même, de se fonder sur les... Alors, on peut discuter. Ce sera l'objet, sans doute, d'une autre émission. Quel est mais c'est un vrai... Non, mais voilà, c'est un... voilà. Il y a des émissions à faire sur le métier d'analyste et le métier de gérant. On sait après tous les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir dans des banques qui ont des brokers. Il y a l'analyste qui va attendre les chiffres de la société pour faire son analyse, et puis l'analyste qui essaiera d'être un peu plus... Du moins les commentaires de la société, même si ces commentaires sont négatifs, pas pour la fin de l'année, mais pour le début de l'année prochaine, là, ils vont accélérer la révision à la baisse. Enfin, je reviens au plus 1. Enfin, ça fait 10 ans qu'on part d'habitude avec plus 10, plus 15 en tête en début de chaque année. Donc, je me dis que déjà plus 1, c'est proche de 0. Voilà. Et qu'on a déjà fait une partie du chemin, quand même, Bertrand. Pas suffisamment. Alors, en Europe, et là, on parle des multiples aussi. Les multiples sont relativement bas. On est autour de 10 fois, nous, selon nos estimations en Europe. 10 fois, ça se compare, c'est un niveau équivalent au niveau donc, de l'éclatement de la bulle Internet en 2001. Par contre, effectivement, Lehman 2008-2009, c'était 8 fois, donc ça peut être pire. Alors après, est-ce que... il y a 15 jours sur ce plateau en disant effectivement il n'y a pas de raison qu'on aille chercher le 8 parce qu'il n'y a pas de risque sur le système bancaire et financier. Et puis vient l'histoire du Crédit Suisse évidemment. Et effectivement, si, alors ce n'est pas aujourd'hui le scénario principal évidemment, mais imaginons que le Crédit Suisse ait vraiment des grosses difficultés. Bon, on pourrait donc... Ou un fonds de pension britannique, parce que le Crédit Suisse, on veut faire la répétition de Lehman 10 ans ou problème sur les dérivés d'un fonds de pension britannique. Peut-être que c'est ailleurs qu'il faut regarder. Voilà. Effectivement, on pourrait aller effectivement sur ce 8. Mais ce 10, c'est quand même... On va dire, on commence à rentrer dans le dur, clairement. Aux États-Unis, c'est pas la même histoire. On est à 17 fois. On est à 14 fois donc, en 2001. Voilà. Et on était autour de 10 fois lors de Lehman. Voilà. Donc aux États-Unis, il y a quand même... On n'est pas pricé pour la perfection aux États-Unis, mais on n'est pas pricé pour des grosses déceptions. Voilà, on ne peut pas imaginer que l'Europe rebondisse dans les États-Unis, boursièrement parlant, ça ne s'est jamais vu. Hein. Donc bon, si les États-Unis ont encore un peu de baisse... Voilà, après, les actions américaines jouent leur rôle et le dollar également, donc de refuge. Bon. Très clair. Bon, si on prend le marché européen pour commencer, Christian, on est valorisé pour quel type de dynamique bénéficiaire dans les prochains mois et trimestres ? Alors, je reviens à ce qui a été dit. C'est vrai que les bureaux d'études ne peuvent pas réagir autrement et on ne peut pas leur reprocher que d'être en contact avec la société. C'est bien connu, c'est normal. Et avec les responsables de communication financière des sociétés, et à partir du moment où les sociétés leur disent finalement, ce qui était le cas aux dernières publications, et ce sera peut-être encore le cas cette fois-ci, on dit nous, ça va très bien, le carnet de commande, il est là, et puis les hausses de prix, ça passe. On peut pas, je ne vois pas l'analyste dire non, moi je n'y crois pas du tout. Nous, on peut le dire en tant que gérant. Exactement. Exactement. C'est la différence entre ces deux métiers. Mais non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est parce qu'on attend de l'analyste. Non. Donc, sachant ça, et moi j'ai fait toute ma carrière effectivement donc, au sein je ne l'ai pas caché, chez Odo, donc comment ça fonctionnait. Et donc, en tant que gérant, je me dois d'avoir ma propre opinion sur le sujet. Ce qui va se passer. Alors, LVMH, c'est peut-être pas le bon exemple, puisqu'en fait, LVMH, ils ont une activité qui est relativement résiliente. Apparemment, ce qui se passe en Chine les touche, bien entendu, mais pas autant qu'on pourrait le penser.
Il y a le dollar aussi, hein, quand même, qui joue un rôle extrêmement favorable pour eux. Donc, que ça aille bien pour LVMH, c'est une chose. C'est pour ça qu'il nous fera donc dire que ça va bien pour l'ensemble de la place. Ceci dit, après, donc, dans les résultats, il va y avoir, c'est ce qui a été dit aussi, à voir les chiffres qui vont sortir, mais aussi donc, les perspectives qui vont être données. Et là, je commence. Les chiffres d'affaires vont commencer à s'épuiser. En tous les cas, les carnets de commandes. On est dans une période quand même un peu compliquée, mais ceci, c'est toujours comme ça. Mais là, on a eu la Covid, donc il y a eu de l'épargne forcée qui a été faite chez les particuliers ou dans les sociétés. Il y a beaucoup de choses qui sont en retard, donc il y a des rattrapages qui se font. Donc on n'est pas, comme on a connu à différentes reprises, au bord de la récession, en surchauffe. D'ailleurs, le marché n'a jamais été excessivement valorisé. Hein. Donc, on est encore dans l'inertie des phénomènes Covid. On n'a jamais eu d'effervescence sur les marchés qui font qu'une folie comme on a eu à différents moments. Donc on est dans un moment un peu particulier. Maintenant, donc on va voir ce qui va être dit, mais en ce qui nous concerne, alors oui, donc pour LVMH, donc le sujet n'est pas tellement là. Bon. Mais pour d'autres, ça va être assez discriminant, parce que vous allez avoir des entreprises qui sont capables de faire passer des hausses de prix. Hein, c'est là que ça va se jouer. Hein, donc c'est sur les marges. Et moi, j'ai regardé trois choses. J'ai regardé il y a Schneider qui a. Alors c'est ce qui a été dit aussi. Hein, donc les sociétés, si elles avaient voulu faire des profit warning, elles l'auraient fait. Il n'y en a pas eu. Hein, donc je ne pense pas qu'on ait des surprises. En un seul coup, on tombe des nues. Hein. Donc il y a Schneider même qui a eu son titre qui a comme été assez mal traité ces derniers temps, probablement parce qu'ils sont quand même assez présents en Chine, et finalement ils ont tenu, en tout cas ça a filtré, ils n'ont pas sorti les résultats, mais ils ont laissé filtrer que ça c'est pas si mal, hein. Chiffre d'affaires plus 10%, hein. Le consensus c'était entre 9 et 11, bon, et les marges qui resteraient à 17-18, hein. Donc ils ont pu passer les hausses de prix, donc on voit déjà une société sur laquelle il n'y a pas de problème. Et Vinci a fait la même chose, donc Vinci, puisqu'on a commencé à parler des tarifs d'autoroute, bon, d'abord le sujet pour eux il est un peu différent parce qu'ils sont assez bien baqués là-dessus, donc ce qui veut dire que si jamais on les empêchait de monter leur prix comme ils voudraient le faire, enfin comme ils sont en droit de le faire, à ce moment-là, on serait obligé de rallonger la concession. Ah, oui. Donc, et puis par ailleurs, ils sont dans des activités, ils sont aussi dans l'énergie, les communes d'énergie, des choses comme ça, donc ils ont une assez forte croissance. Donc eux, c'est pareil, pas de problème. J'ai regardé aussi, il y a Orange, là par contre, c'est les titres qui ont du mal, si vous voulez, à répliquer un petit peu les hausses de prix, et puis qu'il n'y a pas d'élan, si vous voulez, là par contre, de carnet de commandes de retard, hein, c'est pas du tout le même sujet. Donc là, ils vont sortir des choses qui sont médiocres, certainement. Et puis après, vous avez certainement des risques beaucoup plus grands sur ceux qui ne peuvent pas monter leur prix. On voit bien peut-être la grande distribution. Hein, ça va être, donc on rentre vraiment dans le dur du pricing power. Quoi. Ah, oui, Jusque-là, c'était un pricing power un peu génalisé. Là, je pense que ça va être plus de assez dispersion et de discrimination. Globalement, pas de nouvelles catastrophiques du fait que ce qui a été dit, il n'y a pas de profit warning. Et puis après, à l'intérieur de ça, vous allez avoir différentes choses, la grande distribution, l'agroalimentaire, ça va être un autre problème. Donc on va voir tout ça qui va se mettre en place. Après, si on va aller plus loin de ça et parler vraiment des modèles des valorisations de marché, il faut regarder et puis faire ce qu'on a dit tout à l'heure, donc l'exercice donc du gérant, c'est-à-dire de dire vous me dites 5% de croissance des bénéfices, j'y crois pas. Pour moi, c'est moins 10. Bon, et puis vous mettez le curseur. Oui. Et puis après, il y a autre chose qui est beaucoup plus facile à faire, puisqu'on vous l'a dit, on vous l'a redit, les taux vont monter. Et comme c'est une partie essentielle, alors je ne sais pas s'il faudrait qu'on fasse aussi une émission sur le sujet, si vous voulez, comment on valorise une action. Et donc, une action, c'est facile à valoriser. Hein. Vous mettez un bénéfice, vous mettez une croissance de bénéfice et vous mettez les taux d'intérêt. Et puis c'est tout. Et puis une prime de risque. Puis une prime de risque. Voilà, c'est tout. Et quand vous bougez les taux d'intérêt, c'est aussi violent, si vous voulez, que de bouger les bénéfices. Bien sûr. Donc, si vous montez 10% les taux, puis 10% les bénéfices... Tout le monde a augmenté les taux dans ces modèles, j'imagine, Christian. J'espère, j'en suis pas sûr. Ah oui. Mais en tous les cas, ça explique aussi la baisse des technos, parce que plus les PE sont élevés, comme c'est de l'argent qui va venir beaucoup plus tard. Donc le cash flow à moins quelque chose, à des taux qui sont à 3%. Quand vous avez des petits PE, c'est-à-dire que le cash flow, vous le touchez tout de suite. Des grands PE, c'est-à-dire mais ça, c'est pas intégré par le marché encore aujourd'hui. Alors, nous, on a des modèles qu'on utilise. Eh bien, si on met les paramètres du consensus du marché et puis les taux d'intérêt actuels, le marché, il est à son prix.
D'accord. Mais c'est pas normal, si vous voulez, parce qu'en fait, il faudrait remettre, parce que la Fed vous l'a dit à plusieurs reprises, s'il ne l'a pas dit assez clairement, je ne sais pas ce qu'il doit faire, le pauvre, hein, mais là, ça va faire mal, il a dit. Hein, donc, on sait que le curseur des taux, il faut le monter. Et puis, les bénéfices, immanquablement, quand même, vous allez avoir, même si ça va être différenciant sur les sociétés, vous allez quand même avoir des baisses de bénéfices. Donc, vous mettez tout ça en place, et bien, vous avez des marchés qui sont trop chers. Et puis en plus de ça, si vous voulez, l'expérience montre qu'acheter un marché à son prix, c'est pas bien, parce qu'en fait, vous avez un risque. Donc, si c'est pour avoir aucun espoir de bonne surprise, autant faire autre chose. Asymétrique. On Voilà, veut un potentiel de bonne surprise on l'a pas. réel. On l'a pas. J'entends. À propos de Banque Centrale, où en est-on, Pierre? On en est qu'il y a quand même un risque supplémentaire à gérer pour les banques centrales, c'est celui de la stabilité financière. Alors, on l'a évoqué, Crédit Suisse, il y a les marchés immobiliers aussi dans certains pays à taux variable qui peuvent commencer à poser problème. La question des fonds de pension britanniques, etc. etc. Est-ce que ça est de nature à stopper, ralentir, infléchir la politique de normalisation des banques centrales? Ou est-ce que l'inflation reste finalement le mandat suprême aujourd'hui pour ces banques centrales? Alors là, des deux côtés de l'Atlantique, je pense que c'est très très clair, c'est l'inflation. Seulement l'inflation et rien que l'inflation. Ce qui se passe sur les marchés de fonds de pension, des trucs britanniques ou autres, c'est pas le sujet, quoi. Alors, on a de la chance en Europe, si on peut dire. Le Brexit, pour une fois, nous aide. Donc c'est vrai que c'est assez circonscrit au niveau de l'Angleterre et de la BOE. Mais si on reprend vraiment ce qui est le plus important, c'est savoir où est le taux terminal de la Banque centrale américaine. Donc on était avant l'été vers 4%. Là maintenant les marchés oscillent entre 4,5 et 4,75, mais on est globalement sous les 5, mais attention, puisqu'on a franchi les 4 en anticipation, on peut très bien franchir les 5 en anticipation, et c'est ça qui crée énormément de bruit dans le marché et qui n'arrive pas à se stabiliser. D'ailleurs, les taux n'arrivent pas à se stabiliser toujours, hein. En Europe, on est très en retard, malheureusement. Donc, on était sur une normalisation faiblarde, comme un rythme habituel pour la BCE. Bon, finalement, il se trouve qu'on sort un peu... oui, mais il était temps, on va dire. Oui. Il était temps. Donc, on sait que le taux terminal est, pour le moment, entre 2,25 et 3%. Donc, on est plutôt certain, compte tenu de l'environnement économique européen plus faible que les États-Unis, qu'on sera certainement aux alentours d'entre 2,25 et 3, plutôt plus proche de 3, hein, mais voilà. Bon, ça, on est plutôt encadré. Mais on a quand même une grosse incertitude sur les États-Unis. Et ça reste quand même vraiment primordial. Cette courbe n'arrive pas à se stabiliser et ça fait trop le yo-yo. Malgré le fait que la politique monétaire de la Fed est entrée désormais en territoire restrictif, en tout cas en théorie, avec les dernières hausses de taux. On est vraiment sur un réglage qui n'est plus un réglage accommodant, qui n'est plus un réglage neutre, qui est censé être un réglage restrictif. Ouais, malheureusement, est-ce que ça peut changer quand même la manière dont la Fed appréhende les choses, sachant que c'est pas qu'elle a levé le pied de l'accélérateur, c'est qu'elle a commencé à mettre le pied sur le frein désormais. On pilote plus de la même manière. Oui, sauf que je pense que ce qui est toujours la grande énigme à l'heure actuelle, et on a du mal à anticiper l'avenir, c'est que les chiffres macroéconomiques des États-Unis sont super bons. Alors, même si on a des enquêtes qui disent qu'on est en territoire récessif, si on regarde les chômages, il est vraiment au tapis, on est à 3,5%. Si on regarde les offres d'emploi, elles sont plus hautes. Et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans une économie de récession alors qu'on a finalement un marché du travail qui tient extrêmement bien. Mais c'est vrai aussi en Europe. C'est vrai qu'on a du mal à voir comment on peut être en état récessif avec des indicateurs avancés qui sont bas, mais des indicateurs spot qui sont hauts et vraiment bons, quoi. Donc on a du mal à voir ça. Après, sur la BOE, je pense que là, il y a un problème qui concerne principalement les Britanniques entre un changement de gouvernement et un budget qui a été incompris ou qui est incompréhensible, et une banque centrale qui est probablement là pour être le pompier d'élucubration politique. Mais là, c'est vrai qu'on a du mal à les comprendre, puisque faire à la fois un plan qui défend anti-inflation et énergie, et en même temps une relance budgétaire inédite et très surprenante.
comprennent qui peut. La cohérence est peu. à trouver dans tout ça, effectivement, et sans doute que la Banque d'Angleterre est loin d'avoir restauré encore sa crédibilité de ce point de vue-là. Ouais, je mets le gouvernement britannique. Oui, mais le gouvernement britannique mais a quand même un peu sacrifié la livre sterling dans un épisode inflationniste qui est quand même assez incompréhensible. Enfin, je veux dire, quand on importe autant d'inflation, faire baisser sa devise est plutôt une énigme. Bertrand, sur les banques centrales, ma question étant, est-ce que l'histoire peut commencer à changer avec une Fed en mode restrictif? Encore une fois, on ne pilote pas de la même manière quand on a encore le pied sur l'accélérateur, qu'on le relève gentiment, et quand on commence à avoir le pied sur le frein. Ce qui est le cas, normalement, de la Fed aujourd'hui. Les histoires de pivot, effectivement, c'est quand même plus du wishful thinking à court terme. C'est une incantation. C'est une incantation, exactement. Une très belle traduction. Voilà, donc nous, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un revirement de politique de la Fed. Il n'y a pas de game changer à attendre de ce point de vue-là. Il faut attendre, effectivement, et c'est ce qui a été justement dit, il faut attendre que les indicateurs sur l'emploi se retournent, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit dans une dynamique de destruction d'emplois telle que là, ils disent on arrête, on arrête complètement. Puis un enjeu de crédibilité. Ils ne veulent pas faire ce que les Britanniques ont fait. On ne fait pas non plus, on ne va pas dans tous les sens. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, objectivement, on ne peut pas considérer que l'action de la Fed sera un soutien pour les marchés actions dans les mois, dans les trimestres à venir. Peut-être on se posera la question au second semestre de l'année prochaine. C'est plutôt pour nous le scénario optimiste, voire peut-être plus loin sur un scénario de base, plutôt 2024. Oui, parce que quelque chose qui est difficile à appréhender et qui est assez différent des cycles de resserrement précédents. Une fois qu'on avait atteint le taux terminal, c'est vrai que dans les mois ou trimestres qui suivent, généralement, la Fed rebaisse assez vite ses taux. Là, il y a quand même l'idée qu'on va vouloir maintenir un réglage restrictif pendant longtemps, justement. Oui, parce qu'il y a une normalisation de l'inflation. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on nous a fait croire qu'il n'y avait plus d'inflation, que c'était sorti complètement de l'économie, qu'on avait des magiciens qui avaient réussi à le faire sortir. On sait très bien que l'inflation, sur le très très long terme, elle se situe, si on prend la core inflation aux États-Unis, entre 2, 3, 4%, allez, on va dire. Et c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas cohérent avec des niveaux de taux qu'on avait à 0, 0+, 1%, même 2%. Il faut aller plus haut. Et même le taux long américain, le 10 ans américain, n'est pas du tout normalisé. On devrait avoir... Alors, si on a effectivement... Le marché n'anticipe pas ces niveaux d'inflation, que je vous dis, puisque quand on regarde sur la courbe d'anticipation de l'inflation, on a plutôt une normalisation d'ici 5 ans, autour de 2%. Mais nous, on pense qu'on sera plus... 2%, c'est la fourchette basse. Oui, c'est ça. 2-4. On sera toujours un peu tilté à la hausse, en fait. Donc 4, si vous voulez avoir 2% de taux réel, ce qui est à peu près ce que vous avez sur le long terme, ça veut dire que vous avez un 10 ans américain à 6%. Wow. On n'y est pas. Et un 10 ans américain à 6%, l'impact sur les valorisations dans les modèles de valorisation, il n'y est pas non plus. Donc voilà, nous, on pense encore une fois que ça va être encore un petit peu dur. Il va y avoir une phase de baisse. Et là, vraiment, ça va être la capitulation. Et il va falloir entrer de manière assez forte et agressive sur les actions. Après, qu'est-ce qui va faire que cette phase de baisse va arriver? C'est là où la problématique, ce qu'on disait tout à l'heure, du timing. Voilà. Est-ce que le fait que les entreprises aient des perspectives plus compliquées, ce sera suffisant? Peut-être, effectivement. Est-ce qu'il faudra une mini-bombe nucléaire en Ukraine? Peut-être. J'en sais rien. J'espère pas, évidemment. Mais voilà, il va y avoir un catalyse que, par définition, on n'a pas vraiment en termes de timing. C'est là où c'est compliqué. Voilà. Mais après, quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur le marché européen, sur les niveaux de valorisation actuels, sur des titres value, par exemple... il va y avoir de la volatilité, comme partout, mais je serais étonné qu'ils perdent de l'argent sur le long terme, quand même. Comme on en parlait, même sur l'automobile, qui est cyclique, à 2 fois les profits, même si on se trompe une amplitude colossale dessus, on va être à 4 fois, 5 fois. Voilà. Mais il va falloir être patient. Voilà. Et il va falloir comprendre que la volatilité va être malheureusement un paramètre, là aussi, qui va être structurellement important. Il y a un schéma possible dans lequel les investisseurs devront vivre avec des taux réels positifs pendant une période plus longue que prévu, Christian? Parce que c'est un peu ce que signale la Réserve fédérale américaine. Alors que jusqu'à présent, tous les discours étaient de dire vous verrez, avec les dettes qu'on a, les déficits qu'on accumule, il n'y a pas d'autre issue que des taux réels négatifs pour nos économies. Visiblement, c'est une question qui se discute.
Écoutez, il y avait la phrase qu'on répète un peu en ce moment de Greenspan qui disait si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. On pourrait retourner la chose avec Powell en disant si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est que vous avez un petit problème. Réécoutez, parce que c'est assez clair. Oui, d'accord. Donc ça veut dire. Oui, mais on sait on sait que les banques centrales ont le droit de mentir. On sait qu'ils peuvent tenir des doubles discours. On sait qu'ils peuvent changer de position très vite également. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi certains. Entre mal s'exprimer et puis mentir, c'est encore. Non, mais quand je dis mentir, ils ont le droit de parler de manière codée, voilà. De manière codée. Mais enfin là, mais là, c'est pas codé. C'est un drôle de codage, parce que là, c'est vraiment dire noir quand c'est blanc, c'est plus du codage là. Donc simplement, je voulais dire aussi, on parlait du chômage là comme quelque chose de curieux, mais il faut quand même savoir que le taux de chômage c'est quand même un indicateur retardé de l'évolution de l'économie. C'est pas anormal que maintenant on ait d'abord la situation, je l'avais dit tout à l'heure, mais la situation est particulière à cause de ce qu'on avait donc la Covid, il y a un certain nombre de choses. Donc c'est curieux, mais en tous les cas, on est dans un schéma aujourd'hui où le taux de chômage est très très bas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas avoir la récession dans quelques mois. Hein. On verra bien le chômage monter par la suite. Donc on a encore ce genre de choses à voir. Moi, je pense qu'on va avoir des taux plus élevés et que les marchés doivent s'y attendre. Vous avez le problème de l'inflation. Et des taux qui resteront durablement plus élevés. Ils vont. Je dirais pas ça. Moi, je dirais, c'est ce qu'a dit Powell. Ils resteront élevés tant que l'inflation ne sera pas combattue. Alors après, si vous pensez que ça sera en 6 mois ou en 6 ans, voilà, le débat il est là. Mais en tous les cas, on regarde l'accord inflation aux États-Unis, c'est vraiment mauvais. Alors que l'indice global, lui, c'était effectivement concerné, mais l'autre non. Hein. Non. Donc, je ne pense pas qu'on puisse arriver aujourd'hui. C'est des taux qu'on n'a jamais vus depuis 40 ans aussi. Hein. On attend une inflation sous-jacente qui devrait remonter encore en rythme annuel sur le mois de septembre. Le chiffre du CPI américain sera publié ce jeudi avec une core inflation attendue autour de 6,5% et une inflation globale, effectivement, avec des effets de base, des effets de prix à la pompe également, qui devraient reculer encore un petit peu autour des 8%. Voilà, messieurs, où on en est en ce début de semaine. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Mariet, 21st Capital, Bertrand Puif, gérant Action Internationale chez Fidelity, et Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management, étaient nos invités en plateau. Chaque lundi, pour débuter la semaine, vous le savez, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en duplex. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver comme chaque début de semaine. Revenons, si vous le voulez bien, Pierre-Yves, sur une décision qui est encore une décision à la une d'ailleurs aujourd'hui, tant cette décision politique de l'OPEP+, prise la semaine dernière, provoque des réactions fortes dans le camp de l'administration Biden. Je redonne juste les éléments de contexte. Une coupe de l'ordre de 2 millions de barils par jour, même si la coupe réelle est sans doute un peu moins importante, ça reste quand même un chiffre de réduction de production substantielle. Et cette décision semble être une décision guidée par des intérêts très politique. En tout cas, c'est ce que dénonce le camp démocrate et l'administration Biden. Que peut-on dire de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui justement Joe Biden, son administration, face à cette décision de l'OPEP+, et derrière l'OPEP+, j'entends bien sûr l'Arabie Saoudite? Alors, je crois qu'il y a au moins deux dimensions immédiates dans ce problème. D'abord, il y a la dimension que vous soulignez, une petite réduction qui est tout de même la plus forte réduction opérée par l'OPEP et la Russie depuis la pandémie, 2 millions de barils par jour, alors que Joe Biden et les Européens et le président Macron avaient demandé à ce qu'au contraire, on ne procède pas ainsi et que l'on fasse en sorte que les prix mondiaux du pétrole ne remontent pas. La deuxième dimension, c'est la dimension géostratégique. On a un alignement de l'OPEP avec la Russie, au moment où la Russie bombarde l'Ukraine et envahit l'Ukraine. C'est quelque chose qui passe très très mal à Washington, non seulement dans les rangs de l'administration Biden, comme vous venez de le dire, mais aussi au Congrès et chez les républicains, et c'est vécu comme une humiliation pour la diplomatie américaine. Dans le très court terme,
cette affaire a contribué à faire remonter le prix du pétrole et donc le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis, puisque l'essence à la pompe aux États-Unis voit son prix bouger très très vite, puisque la part des taxes est beaucoup plus faible qu'en Europe. Et on retourne assez vite à près de 4 $ le gallon. Un gallon, c'est 3,8 litres. Et ça tombe, ne l'oublions pas, début octobre, c'est-à-dire un mois des élections de mi-mandat. Et on sait qu'il y a une forte corrélation entre le prix de l'essence, le moral des Américains, le pouvoir d'achat des Américains et la manière dont ils se déterminent le jour de l'élection. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'administration Biden. Et cela remet sur la table un certain nombre de ripostes que l'on peut envisager de la part de l'administration américaine ou de la part du Congrès. On reparle à Washington d'une éventuelle limite que les Américains porteraient à leurs exportations de pétrole. La marge dont l'administration Biden dispose pour faire baisser les prix en faisant appel à nouveau à ses réserves stratégiques est assez faible, puisqu'il y a eu une décision au printemps où on a en gros tapé dans les réserves stratégiques américaines au niveau d'un tiers. Et on remet sur la table un vieux projet qui a au moins 20 ans, qui est baptisé NOPEC, qui est un projet de loi qui vise à déclarer aux États-Unis l'OPEP comme un cartel illégal, comme une entente entre pays pour maintenir à un niveau artificiellement élevé des prix, et ce qui ouvrirait la possibilité au gouvernement américain d'attaquer les intérêts des pays de l'OPEP aux États-Unis en justice, de manière à demander des dommages. Pour le moment, nous sommes en campagne électorale, ne l'oublions pas. Le NOPEC est quelque chose dont un candidat peut parler facilement. L'administration Biden, comme les administrations précédentes, s'était déclarée opposée à ce projet, mais plus rien maintenant n'est écarté d'emblée dans ce bras de fer qui s'envenime entre Riyad et Washington. Oui, bon, la relation entre Riyad et Washington est compliqué historiquement, mais là on a l'impression quand même que d'une certaine manière Washington a de moins en moins de prise sur son allié historique qu'est l'Arabie Saoudite. Alors évidemment il y a beaucoup d'épisodes précédents qui font que la relation a été très très dégradée, l'affaire Khashoggi avec Joe Biden qui dénonce effectivement MBS comme étant un paria désormais de la communauté internationale. Néanmoins sur le pétrole il y a quand même l'idée que l'Arabie Saoudite a pris une distance et une indépendance très forte désormais. On entend des démocrates et des leaders démocrates dire on ne peut vraiment pas faire confiance à la maison Al Saoud, ces gens-là ne sont pas fréquentables, il est temps de remettre complètement, de reprendre complètement à zéro cette relation stratégique que nous cherchons à entretenir avec l'Arabie Saoudite et qui ne s'appuie pas que sur le pétrole, il ne faut pas l'oublier. Les Saoudiens ont besoin des Américains pour s'armer contre l'Iran ou les proxys iraniens, en particulier au Yémen. Et les Américains ont besoin de l'Arabie Saoudite pour combattre le terrorisme au Moyen-Orient. Il y a une dimension purement pétrolière, oublions la dimension électorale dans cette affaire, c'est que les Américains et les Européens cherchent à établir un système de plafonnement du prix du baril de pétrole russe. Alors ça, du point de vue de l'OPEP, et en particulier de l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur de l'OPEP, ça ressemble à la création d'un cartel des acheteurs de brut. Et c'est potentiellement une menace existentielle pour l'OPEP. Donc il ne faut pas négliger cette perspective-là de la part non seulement de Riyad, mais des autres grands pays producteurs. Bon, la géopolitique du pétrole, toujours passionnante, surtout dans une période comme la nôtre. Pierre-Yves, si on revient aux considérations électorales concernant Joe Biden, avec les élections de mi-mandat qui approchent, dans quelle mesure les erreurs du début de mandat de Joe Biden pèseront-elles dans ces élections ? Je pense qu'elles vont peser lourd. Traditionnellement, le président en place passe un mauvais moment lors des élections de mi-mandat. Et lorsque ce président est impopulaire, c'est une mauvaise nouvelle pour le parti en place. Il perd des voix. C'est arrivé à Obama, c'est arrivé à Donald Trump, qui a bien limité les dégâts tout de même. Regardons la cote de popularité aujourd'hui de Joe Biden. On est à 44% au mieux. À la même époque, au mi-mandat de Donald Trump était à 51%.
Joe Biden a commis un certain nombre d'erreurs importantes qui, je dirais, sont traitées par la presse avec une extraordinaire mansuétude. D'abord, Joe Biden a dit en juillet 2021, aucun économiste sérieux ne pense que nous aurons un problème avec l'inflation. Tout le monde peut se tromper, mais enfin, ça, c'est une grosse erreur. Son plan de relance, qui a été adopté en mars dans la foulée de son élection, était probablement un plan de trop, et beaucoup de gens l'ont dit à l'époque, pas simplement des républicains. C'était un plan de trop qui a prolongé l'excès de demande de la part des consommateurs sur l'offre qui était paralysée par la fin du Covid. Joe Biden a échoué à rapprocher la droite et la gauche. L'Amérique est un pays qui est extrêmement divisé, plus encore aujourd'hui qu'il ne l'était au moment où Donald Trump a perdu les élections et refuse toujours de l'admettre. Et loin d'avoir cherché à cicatriser cette énorme plaie qui fait du mal à l'Amérique et du mal à son système politique, Joe Biden a en fait beaucoup compté sur la gauche de son parti. Et c'est quelque chose qui n'est pas compris par les républicains centristes. Et de voir qu'il y ait autant d'unanimité de la part des républicains au Sénat, par exemple, pour s'opposer à toutes les initiatives du président Biden, à l'exception de celle sur le financement de l'infrastructure, qui a été votée avec une majorité bipartite, c'est tout de même assez frappant de voir qu'après 2 ans de mandat, Joe Biden n'a toujours pas réconcilié l'Amérique. Et puis à l'international, alors là, je suis stupéfait de voir qu'en France, on semble avoir oublié le coup des sous-marins. C'est quand même un coup de poignard dans le dos de la diplomatie française assez spectaculaire. Vous vous souvenez que Paris a rappelé son ambassadeur parce que en douce, les Britanniques et les Américains se sont arrangés pour que l'on annule un contrat de sous-marins que la France devait fournir à l'Australie. Il y a l'affaire du protectionnisme sur les automobiles électriques. La grande loi adoptée au mois de septembre par le Congrès et souhaitée par Joe Biden interdit aux Européens et aux Asiatiques de vendre des automobiles électriques aux États-Unis. De fait, seul ce qui vient du Canada, du Mexique ou des États-Unis en termes de technologie électrique automobile est accepté. Ça, c'est une attitude qui, si elle avait été adoptée par Donald Trump, aurait été dénoncée avec une extrême virulence. Échec aussi de Joe Biden à tenir sa promesse en matière de réforme de la fiscalité internationale, péniblement et de manière qui a traîné pendant des mois, négocié au niveau de l'OCDE. Le Congrès n'a jamais accepté cette réforme et maintenant tout est repoussé au moins à 1 an, voire 2 ans. Donc Joe Biden aborde ces midterms dans un contexte qui est délicat parce que les Américains sont toujours traumatisés par l'inflation, surtout si le prix de l'essence est en train de remonter, et par une hausse de taux d'intérêt qui rend malade beaucoup d'Américains. Oui, à propos de taux d'intérêt, pour conclure, Pierre-Yves, la Fed va trop vite. Alors la critique est facile, toujours, et c'est vrai que les banques centrales prêtent le flanc à la critique régulièrement. Donc il y a 6 mois, 1 an, il fallait critiquer la Fed parce qu'elle allait trop lentement, et maintenant la critique à la mode, c'est de dire qu'elle va trop vite. Oui, sauf que les indications données par les chiffres de l'emploi vendredi dernier étaient tout de même assez claires. La baisse du chômage montre que si la Fed va trop vite, elle a encore une petite marge pour aller trop vite. Il y a 2 éléments dans l'aller trop vite. Il y a le aller trop vite et puis aller trop vite pendant combien de temps. Je crois que Jason Foreman, qui est une des personnalités importantes parce qu'il a été conseiller économique de Barack Obama, a tendu la main dans un editorial, dans une page d'opinion dans le Wall Street Journal, en prenant la défense de la Réserve fédérale de Jerome Powell et en contradisant la position adoptée par son collègue Larry Summers, lui aussi un ancien et distingué conseiller démocrate chargé de la politique économique américaine, en disant que oui, la Fed va très vite, mais elle a de très bonnes raisons d'aller très vite, parce que le danger inflationniste est très sérieux et que nous sommes loin d'avoir jugulé ce problème. Bon, prochaine décision de la Fed, je le rappelle, le 2 novembre, réunion 1er et 2 novembre pour la Réserve fédérale américaine.
quelques jours avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous dans ce quart d'heure américain chaque semaine, chaque lundi précisément à 17h45 en direct sur Bismart TV. Rediffusion à suivre à 20h45 sur Bismart. Et vous retrouvez évidemment ce quart d'heure américain en replay chaque lundi sur notre site bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition qui se termine ce soir. Ainsi, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart TV. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.